Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, convecteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on aborde un film de Paul Verhoeven avec notre cher Arnold Schwarzenegger. Vous aurez peut-être reconnu, j'ai nommé Total Recall. Allez, c'est parti mon kiki. Donc Total Recall ou Voyage au centre de la mémoire au Québec est un film de science-fiction américain réalisé par Paul Verhoeven qui est sorti en 1990. Il dure 113 minutes et il s'agit de l'adaptation de la nouvelle Souvenirs à vendre de Philippe Cadic, We Can Remember It If You Were Sale. Alors, le synopsis. En 2048, Mars est colonisé et exploité pour le turbinium enfoui dans son sous-sol. La planète est tyranniquement administrée par Vilos Conagen, qui contrôle les mines et l'approvisionnement en oxygène. Sur Terre, Douglas Quaid mène une vie tranquille. Il a un travail, des amis, une femme, Laurie. Cependant, il ne se sent pas à sa place et rêve très fréquemment de Mars et se voyant explorer la colonie en scaphandre en compagnie d'une femme brune, alors qu'il avoue lui-même ne jamais être allé sur cette planète. Obsédé par ce rêve récurrent, il semble intéressé par les offres de la société Recall, qui propose à ses clients l'implant de souvenirs factices, mais qui paraissent aussi réels que de vrais souvenirs. Contre l'avis de sa femme et les avertissements de son meilleur ami Harry, qui a entendu parler d'un client lobotomisé accidentellement, il décide de se faire implanter un souvenir chez Recall. Alors que Quaid discute du souvenir à implanter avec l'employé de Recall, il choisit sans hésitation la planète Mars comme destination de son souvenir. Bien qu'au début réticent à payer des options supplémentaires, il accepte l'idée concernant des souvenirs qui sortent de l'ordinaire, des souvenirs dans lesquels il pourrait être autre chose que lui-même. Sportif célèbre, milliardaire, playboy, agent secret. Tenté par l'idée, Quaid qui répond alors à un questionnaire qui aidera Recall à programmer le meilleur souvenir possible à Quaid. Il sera un agent secret, poursuivi par des tueurs, découvrira un secret concernant des artefacts extraterrestres, etc. Et surtout, il luttera auprès d'une belle femme brune, femme qui ressemble fortement à son rêve récurrent. Alors que Quaid est prêt à recevoir son souvenir, il est endormi afin de procéder à l'opération. Cependant, peu de temps après le début de l'intervention, les employés se retrouvent face à un Quaid enragé qui leur demande de le laisser partir car sa couverture d'agent infiltré a été découverte et que d'autres agents vont venir les tuer. Pour le responsable de Recall, Quaid s'est réveillé pendant l'implantation du souvenir en mémoire et est en train de rêver éveillé. Cependant, l'employé responsable de l'opération lui annonce que cela est impossible car le rêve n'a pas encore été implanté chez Quaid. Afin d'éviter tout problème, Quaid est drogué et jeté inconscient dans un robot taxi. Son dossier était auparavant effacé de chez Recall. C'est à partir de ce moment-là que le scénario du film diffère véritablement de la nouvelle de Philippe Cadic. Quaid se réveille alors sans aucune idée de ce qui a pu lui arriver, alors qu'il est en train de rentrer chez lui
il croise son ami Harry et un groupe d'hommes qui lui reprochent d'une manière très agressive d'être allé chez Ricole. Quaid est alors attaqué par Harry et les hommes qui l'accompagnaient, et après un combat rapide, Quaid les tue tous, malgré lui, et à sa grande surprise. Quaid rentre chez lui et raconte toute l'histoire à sa femme qui lui dit, c'est Sharon Stone, sa femme dans le film, qui lui dit qu'il a rêvé et que rien de tout ça n'est vrai. Cependant, après avoir constaté le sang sur les mains de Quaid, elle réalise qu'il dit vrai et il l'attaque sans explication. Elle est rapidement maîtrisée par Quaid et lui avoue qu'elle fait partie de l'agence, qu'il n'est pas Doug Quaid, que sa mémoire a été effacée et qu'on lui a fait d'autres implants dans lesquels il est marié avec elle. Doug n'a pas le temps d'obtenir plus d'explications car il se rend compte que Laurie est en train d'essayer de gagner du temps, permettant à des hommes de main dirigés par Richter de venir l'éliminer. Quaid leur échappe de justesse et s'enfuit. Il est contacté par une personne qui prétend l'avoir connu auparavant et lui laisse une mallette que Quaid lui avait confiée, dans laquelle il découvre de l'argent, des papiers d'identité, un ordinateur portable et d'autres objets. Dès l'allumage de l'ordinateur, il aperçoit un message vidéo enregistré par lui-même. Son alter ego vidéo lui apprend qu'il s'appelait en réalité Hauser et qu'il a travaillé pour Cohagen sur Mars, qu'il y a découvert d'importantes choses concernant les mines martiennes, qu'il a aidé la résistance luttant contre Cohagen, mais qu'il a été attrapé et que la mémoire d'Hauser a été remplacée par celle de Quaid. De plus, le message vidéo lui indique comment enlever le mouchard qu'il a dans le crâne et qui permet aux hommes de Cohagen de le localiser aisément, et finit par lui dire qu'il doit se rendre sur Mars afin de recontacter la résistance. Arrivé sur Mars, il sème la milice locale et les hommes de Cohagen et prend fuite au Hilton, hôtel dans lequel il aurait déjà séjourné sous le nom de Brubaker. Suivant un indice laissé apparemment par lui-même dans son coffre personnel à l'hôtel, Quaid part dans le quartier chaud de la colonie martienne. Vénusville, quartier exposé aux radiations martiennes causées par l'exploitation du turbinium, radiation engendrant des mutations sur les habitants non protégés. Il y rencontre la femme qu'il voyait dans ses rêves, Mélina, avec qui il aurait eu une relation. Le croyant mort, tué par Cohagen, et ne lui pardonneront pas de s'être enfui sans la prévenir, Mélina ne croit pas ces explications de Quaid, qui prétend que sa mémoire a été effacée et qu'il ne se souvient de rien. Mélina n'est pas convaincu et chasse Quaid. De retour au Hilton, Quaid reçoit la visite d'un homme se présentant comme le docteur Edgemar. Ce dernier lui explique que la procédure d'implantation du souvenir s'est mal passée, qu'il est toujours sur le siège de chez Ricole en train de rêver. Edgemar apprend à Quaid qu'il est bloqué dans son propre délire, qu'il invente son rêve au fur et à mesure qu'il le vit et qu'il souffre d'une schizo-embolie. Edgemar a été implanté dans le rêve de Quaid afin de le raisonner et pour appuyer ses dires, il lui démontre que tout ce qui s'est passé jusqu'à présent était simplement ce qu'il avait commandé chez Ricole. Sa couverture d'agent secret, les tueurs, Mars, Mélina. Cependant, il faut arrêter le rêve avant que Quaid ne subisse des dégâts irréversibles au cerveau. Il fait entrer Laurie qui confirme tout et assure Quaid de son amour, l'implorant de revenir à la raison et de reprendre le cours de sa vie. Quaid réfléchit et s'enquiert de la manière dont il devrait procéder en admettant cette explication. Edgemar lui présente alors une pilule qui lui somme d'avaler en guise de manifestation de son désir de retour au réel. Quaid hésite et braque son arme sur la tempe du docteur, lui demandant si le fait de presser la détente aurait des conséquences alors que tout ceci n'est qu'un rêve. Edgemar lui affirmant que celle-ci serait désastreuse non pour lui-même mais pour Quaid, qui finirait alors définitivement prisonnier de ses hallucinations,
lui faisant risquer inexorablement la schizophrénie à court terme, Quaid se résout à obtempérer et s'apprête à gober la pilule lorsqu'il aperçoit une goutte de sueur couler sur la joue d'Edgemar, trahissant la nervosité d'un personnage bien réel et la rouerie de ses propos. Quaid lui recrache la pilule à la figure avant de l'abattre froidement. Des hommes de main de Cohagen envahissent alors la chambre et Quaid est capturé. Alors qu'il sort de l'hôtel, Melina, qui finalement a cru Quaid, vient à sa rescousse. Quaid tue Laurie d'une balle dans la tête et prend la fuite avec Melina avant que Richter et ses hommes ne puissent le tuer. De retour à Vénusville, Melina apprend à Quaid que Quato, le chef de la résistance, serait capable d'extraire les informations cruciales que Quaid a en tête. Et retrouvés par Richter et ses hommes, Melina et Quaid s'enfuient dans le taxi de Benny, un mutant martien, et se réfugient dans la cage secrète de la résistance. Quaid discute alors avec George qui le conduit dans une salle sécurisée où il doit le présenter à Quato. Celui-ci s'avère être en fait un mutant siamois logeant dans le ventre de George. Il lit alors l'esprit de Quaid et découvre la vérité sur les mines martiennes qui abritent un gigantesque réacteur d'origine extraterrestre. La cage de la résistance est prise d'assaut par la milice martienne. Quaid et Melina fait prisonnier et emmené chez Cohagen. Quato est tué mais annonce alors à Quaid avant de mourir qu'il doit activer le réacteur. Chez Cohagen, ce dernier montre un message vidéo à Quaid dans lequel les deux sont amis et apprend que toute l'histoire de Quaid, sa mémoire effacée, la mallette, n'était un piège tendu par Cohagen et lui pour leurrer les télépathes de la résistance martienne et de permettre à Hauser d'infiltrer et détruire une bonne fois pour toutes la résistance. Quaid est alors de nouveau installé sur une machine Recall afin qu'on lui réimplante la mémoire d'Hauser, pendant que d'autres employés de Cohagen s'apprêtent à effacer la mémoire de Melina. Quaid et Melina réussissent cependant à s'enfuir et partent à la recherche du réacteur. Après avoir tué Benny, qui était en réalité un agent de Cohagen, Richter et les hommes de Cohagen, Melina et Quaid arrivent sur le site extraterrestre. Cohagen les rejoint et leur explique que la machine extraterrestre n'est en fait qu'une machine à terraformer géante et que son activation transformerait la calotte glaciaire martienne en une atmosphère respirable pour tous, ce à quoi il s'oppose fortement car il perdrait le contrôle de la planète, étant le seul fournisseur d'air sur Mars. Alors que Cohagen menaçait de les faire exploser la salle de contrôle contrôlant l'activation de la machine, Quaid s'embarre des explosifs et les jette dans un conduit d'aération. La brèche ouverte crée une dépressurisation qui aspire tout au dehors. Cohagen est projeté à la surface martienne sans scaphandre et meurt d'asphyxie et de décompression. Avant d'être aspiré sur la surface avec Melina, Quaid réussit à activer la machine. Ils sont projetés à leur tour en dehors, mais sont sauvés in extremis par la vague d'air respirable crachée par la machine extraterrestre. Mars est terraformé et Vénusville libérée du joug de Cohagen. Quaid embrasse Melina en se demandant si tout cela était un rêve ou la réalité. Voilà pour le synopsis du film, avec beaucoup de rebondissements. C'est les intrigues dans les intrigues. Faut lire la nouvelle de Philippe Cadic, Souvenir à vendre. Elle vaut le coup, elle vaut le détour. C'est une réalisation de Paul Verhoeven, un peu différente de ce qu'il fait d'habitude. On a un budget de 65 millions de dollars par la production Carolco Pictures, distribution aux États-Unis la TriStars, et en France c'est Canal+ et Columbia TriStars. Le format est en couleur 1,85e Dolby Surround 35 mm.
Il est sorti aux États-Unis le 1er juin 1990 et en France le 17 octobre 1990. Arnold Schwarzenegger joue Doug Quaid et Carl Hauser. Rachel Ticotin, Melina. Sharon Stone joue Laurie Quaid. Michael Ironside, le fameux qu'on voit dans Starship Troopers de Paul Verhoeven toujours, joue Richter. Ronnie Cox joue Vilos Cohagen. Marshall Bell, George Uquato. Mel Johnson Jr., Benny. Le scénario est adapté de la nouvelle Souvenir avant de Philippe K. Dick, publiée en 1966. Ronald Shusett et Dan O'Bannon débutent l'écriture dans les années 70. Ils se rendent cependant compte que leur projet est très ambitieux, coûteux et difficilement réalisable avec les effets spéciaux de l'époque. Ils développent finalement un autre scénario qui deviendra Alien, le 8e passager en 1979 de Ridley Scott. Le projet passe ensuite de studio en studio. Et au milieu des années 80, il est acquis par le producteur italien Dino De Laurentiis, qui envisage alors Richard Dreyfuss dans le rôle principal. Patrick Swayze, fraîchement auréolé du succès de Dirty Dancing, est également envisagé. En 1987, le projet est sur le point de se concrétiser. Dino De Laurentiis veut en faire la première production de sa compagnie DEG, tournée sur la Gold Coast en Australie avec Bruce Beresford comme réalisateur, d'après le script de Ronald Shusett et Dan O'Bannon, mais cette version ne se fera finalement pas. Le scénario parvient ensuite entre les mains du réalisateur David Cronenberg, qui abandonne alors le projet La Mouche. David Cronenberg réécrit plusieurs fois le script de Ronald Shusett et Dan O'Bannon et envisage William Hurt dans le rôle principal. Il quitte finalement le projet pour divergences artistiques, car il souhaite plutôt un hommage à Philippe K. Dick plutôt qu'un simple film d'action, comme le souhaitent les producteurs. David Cronenberg retourne donc sur le projet La Mouche qui sort en 1986. Cependant, certaines de ces idées seront conservées dans le scénario final, comme les mutants de Mars et le personnage de Quato dans le scénario avec un Q au lieu d'un K. À la suite de l'échec au box-office de Dune en 1984 de David Lynch, Dino De Laurentiis se désintéresse du projet. Cela permet à Arnold Schwarzenegger, qui avait déjà tenté d'obtenir le rôle principal, de reprendre en main le projet. L'acteur avait entendu parler de Total Recall durant le tournage du Contrat en 1986, distribué par De Laurentiis Entertainment Group. Arnold Schwarzenegger tente alors de développer Total Recall avec le producteur Joel Silver, qu'on connaît bien, sans succès. L'acteur autrichien parvient finalement à convaincre Carolco Pictures d'acheter les droits. L'acteur devient un contrôle créatif important sur le projet et choisit lui-même Paul Verhoeven comme réalisateur après avoir été impressionné par Robocop en 1987. Arnold Schwarzenegger avait été envisagé pour le rôle titre. À cette époque, le script de Total Recall a déjà connu plus de 40 versions, mais il pêche toujours sur le troisième acte. Arnold Schwarzenegger fait alors appel au scénariste Gary Goldman pour réécrire avec Ronald Shusett le script final. Paul Verhoeven fait quant à lui appel à plusieurs collaborateurs de Robocop, l'acteur Ronnie Cox, le directeur de la photographie Joss Vacano et le chef décorateur William Sandel, le monteur Frank G. Urosti et le maquilleur, le fameux Rob Bottin. Le tournage se déroule de mars à août 89. Il a lieu à Mexico, notamment dans le métro de la ville pour les passages qui se déroulent sur Terre et dans les studios Churubusco de Mexico qu'on connaît maintenant pour les séquences martiennes.
Les scènes extérieures martiennes ont été tournées dans la Valley of Fire. Total Recall reçoit un accueil critique globalement favorable, recueillant 84% de critiques positives, une note de 7,3 sur 10 sur 51 critiques. Sur Rotten Tomatoes, sur Metacritic, il obtient 57% sur 17 critiques. Important succès commercial, puisqu'il rapportera plus de 261 millions de dollars au box-office mondial, dont 119 en Amérique du Nord, pour un budget de 65 millions. En France, il fait 2 360 000 entrées, ce qui est vraiment pas mal. Il est nominé à l'Oscar du meilleur son, prix du meilleur film de science-fiction, lors des Saturn Awards 91. Nomination au prix des meilleurs effets spéciaux lors du BAFTA Award 91. Prix de la meilleure musique des BMI Film and TV Awards 91. Conformément à l'univers de Philippe Cadic, il n'est pas facile de trancher entre la réalité et le délire. Des indices semblent donner aussi bien pour accréditer l'une des vues que l'autre. Cette adaptation cinématographique respecte l'univers de Philippe Cadic dans le sens où le protagoniste perd non seulement ses repères avec la réalité, mais aussi avec lui-même. Perte avec lui-même. S'est-il programmé une couverture à seule fin de mieux trahir la résistance sur Mars, et donc trahissant du même coup une identité qu'il s'est confiée? Cette dernière question appelle un questionnement philosophique. Trahirait-on son prochain, ou pire, son futur soi-même, en fonction des souvenirs que l'on a? En ce sens, le film se rapproche de Memento, où la mémoire est questionnée quant au rôle qu'elle joue dans l'action du protagoniste principal. Si les souvenirs sont malléables, effacés ou erronés, à dessein ou pas, quel est le sens des actions actuelles? L'adaptation est cependant très partielle, puisque dans le film, s'agissant de la partie commune du scénario, du début jusqu'à l'attaque des hommes par Cohagen, le héros est le sauveur de la planète de Mars, où se déroule la plus grande partie de l'action, alors que dans la nouvelle, l'intégralité de l'action se déroule sur Terre. Les services secrets de Cohagen sont malveillants, alors que l'Interplane de Dick est un organisme neutre. L'épouse Laurie, Kirsten dans la nouvelle, est une espionne chargée de surveiller Douglas, ce qui n'est pas le cas dans la nouvelle. Certains éléments sont inspirés du guide du voyageur galactique de Douglas Adams, comme l'idée du robot très poli et prévenant, la serviette autour de la tête, ou encore la prostituée à 3 seins. Sur l'album Paniac, Billy the Zik s'inspire du film comme thème pour la chanson IMBL, Implant Memory Bank Limited. Le manga Cobra s'inspire d'une histoire similaire. Dans la saison 3, épisode 9 de Rick et Morty, la petite amie de Jerry possède 3 seins, comme la prostituée qui fait des avances à Arnold Schwarzenegger dans le film. Total Recall Mémoire programmée sort en 2012. Il est à mi-chemin entre une seconde adaptation de la nouvelle de Philippe Cadic et un remake du film de Paul Verhoeven. Il est mis en scène par Len Wiseman d'après le scénario de Kurt Wimmer, Mark Bombach et Jack Vanderbilt. Colin Farrell y reprend le rôle rendu célèbre par Arnold Schwarzenegger, tandis que Kate Beckinsale succède à Sharon Stone. Les critiques le trouvent beaucoup moins bon que l'original. Et c'est vrai, il est beaucoup moins bon que l'original. Les effets spéciaux sont réussis, mais c'est tout. Voilà pour cette chronique, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à laisser des likes, à contribuer au podcast si vous voulez des épisodes bonus et que je puisse continuer à faire des épisodes. Je vous dis merci et à ciao, bye.
histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, convecteur temporel temporisé,